sont dans le livre, qui ne sont pas dans l'histoire. Alors, peu importe qu'Abraham n'a pas eu, d'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, il n'y a pas de trace historique de ça. Moïse, il n'y a pas eu, même si toutes les fêtes juives sont reliées à l'épisode égyptien, ni entrée ni sortie d'Égypte. Fort heureusement, Jéricho, il n'y a pas eu la conquête sanglante de Canaan, qui est le livre de chevet de tous les colons, où Josué massacre tous les impies. Il n'y a pas de trace historique de ça. Le royaume unifié de Salomon et David, désolé, à cette époque présumée, l'époque n'est pas présumée, mais David et Salomon, c'est présumé. Jérusalem était un petit village de l'âge de fer, de quelques centaines d'habitants. Donc la reine de Saba, le grand temple, il n'y a pas eu. L'histoire commence véritablement vers le 9-10e siècle avant Jésus-Christ, avec deux royaumes séparés, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Judée, c'est historique. Ce qui est historique aussi, c'est que la Palestine a toujours été une terre de mélange. Et que dans l'Antiquité, à 15 km d'écart, les gens n'avaient pas la même langue et n'avaient pas les mêmes dieux. Si la Palestine subira toutes les séries d'occupations diverses, quand les Romains arrivent, 70 après Jésus-Christ, d'après les sionistes, il y a la prise de Jérusalem par Titus, ça c'est un épisode historique. Il y a la prise de Masada 3 ans plus tard, tout ça c'est un épisode historique. Et d'après les sionistes, les Juifs sont chassés de chez eux et des millions de Juifs partent partout en Méditerranée, dans tout le monde connu à l'époque, et nous serions leurs descendants. Vous voyez que je n'ai pas le titre proche-oriental, et René Bromal, qui était à la tribune hier, ne l'a pas plus que moi. Et bien évidemment, les Juifs sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Et les descendants de l'Antiquité sont essentiellement les Palestiniens. Vous le savez. La Palestine, pendant plusieurs siècles, sera tour à tour juive, chrétienne, musulmane, et souvent les trois en même temps. Et pendant plus d'un millénaire, il y aura la proportion de gens qui s'attient 4-5% des juifs. Et tout ça, ça vivait ensemble. Et ça vivait plutôt en bonne harmonie, puisque la tradition palestinienne, c'était d'être les gardiens des soins des trois grandes religions monothéistes. Donc, première idée, dans cette idée, les juifs sont légitimes pour faire un État en Palestine. Non, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus, les juifs sont venus en Palestine avec le sionisme, vont être indépendants, et ils ne sont pas des descendants des Juifs de l'Antiquité. Quand bien même ils le seraient, si partout où on a les ancêtres il y a des millions ont décidé que c'est à nous et que venir les autres, évidemment ce serait la barbarie partout. Deuxième idée, est-ce que le sionisme, c'est une réponse à l'antisémitisme? Oui et non. C'est une réponse à une situation qui a lieu en Europe à la fin du XIXe siècle, où après un bon millier d'années d'anti-judaïsme chrétien, ponctué par l'épisode de massacres, de pogroms, d'expulsions, les moments les plus emblématiques de l'anti-judaïsme chrétien, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est les pogroms d'Ukraine de Khmelnytsky. Il y a au XIXe siècle le passage à l'antisémitisme racial. Et ce c'est l'antisémitisme racial, c'est un moment où le monde européen, le monde est dominé par l'Europe, et il va y avoir en plus des intellectuels qui vont créer la notion de race. Et évidemment, les races inférieures seront dans le monde colonisé les Indiens, les Noirs, les Arabes, et en Europe, ce sont les Juifs et les Tziganes. Et le mot antisémitisme, d'ailleurs, est une action de l'ennemi, parce que les Juifs sont antisémites, et évidemment, un mot qui n'a strictement aucun sens. Mais cet antisémitisme racial va devenir complètement hégémonique en Europe, et dans le pays où vivent la majorité des Juifs, donc russes, 100% des Juifs du monde russe à la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme est devenu une politique d'État avec l'organisation de pogroms, de massacres organisés par la police et avec des hordes de fanatiques. Et les deux grands-mères ont été des survivantes du pogrom de Kishinev, qui est le plus emblématique en 1903. Et donc face à cette situation, comment est le monde juif à cette époque-là? Il y a les religieux. Les religieux, dans la religion juive, le peuple juif est en exil. Il est en exil, il est puni par Dieu. Et donc, il ne doit pas se révolter. Et ce sera l'exil tant que le Messie ne sera pas arrivé. Et pour des raisons religieuses,
ces gens-là, les Haredim, les orthodoxes, seront antisionistes parce qu'il est interdit de retourner en Terre Sainte tant que la punition dure et tant que le Messie n'est pas arrivé. Il y a, au pogrom, de nombreux juifs qui abandonnent la religion, qui s'engagent dans toute une série de partis progressistes ou révolutionnaires, et même un parti révolutionnaire spécifiquement juif, le Bouille, qui sera antisioniste aussi, et ceux-là pensent que leur émancipation comme minorité opprimée passera par l'émancipation de l'humanité. Quelque part, à l'IGFP, on faisait les descendants de cette histoire-là. Et puis, il y a une toute petite minorité qui naît dans la bourgeoisie juive austro-hongroise, avec Theodor Herzl, et le sionisme, qui dit dès le départ, le sionisme, c'est une théorie de la séparation. Ils disent, juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif qu'on va construire. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas cette idée que déjà, il y a 120 ans, 130 ans, l'idée que de vivre ensemble était impossible, elle était déjà totalement hégémonique. Donc, c'est déjà quelque chose de relativement énorme, mais ça va découvrir en ce qui concerne le sionisme. Ils ne vont pas combattre l'antisémitisme. Herzl pense que l'antisémitisme est inéluctable en Europe, et donc la seule solution, c'est de partir. Donc par rapport à cet imbécile de Macron et autres, le bon couple, c'est évidemment pas antisémitisme, c'est sionisme antisémitisme. C'est-à-dire qu'à l'exception des 6 années du génocide d'Asie, de 1939 à 1945, sionisme et antisémite avaient exactement le même but qu'un maximum de juifs toute l'Europe. Et Herzl va aller démarcher tous les antisémites de l'époque pour lui vendre. Édouard Dumont, le chef de Récusard en France, celui qui avait son torchon La Libre Parole, il écrit dans son torchon, en ayant lu le livre d'Herzl, l'État des Juifs, ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien. L'empereur Guillaume II, qui était aussi un antisémite pathologique, il griffonnera à son ministre de l'Intérieur quand il apprend qu'un congrès sioniste est en préparation. Le congrès sioniste devait avoir lieu à Munich. C'est l'opposition des rabbins qui a fait qu'il a lieu à Bâle. Et Guillaume II griffonne à son ministre, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. En 1904, Herzl rencontre Lévé, le ministre de l'Intérieur du Tsar, celui qui avait organisé le pogrom. Les deux hommes tombent d'accord sur l'idée que les Juifs doivent partir, et Lévé intercédera auprès du sultan ottoman pour favoriser la colonisation sioniste en Palestine. Donc, dans cette idée que le sionisme combat l'antisémitisme, non, il est avec. Et puis, parmi ces antisémites sur lesquels le sionisme va s'appuyer et continue de s'appuyer 120 ans plus tard, il y a les chrétiens sionistes. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Dans le protestantisme anglo-saxon, quand il apparaît, à la fin du XVIe et du XVIIe, la Bible est traduite dans toutes les langues, et notamment elle est traduite en anglais. Les personnages de la Bible deviennent des personnages courants. Les émigrants anglo-saxons qui vont partir en Australie, aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc., vont donner des noms bibliques très souvent aux villes qu'ils vont construire. Et dans cette idéologie de ces évangélistes, les Juifs doivent retourner en Terre Sainte pour favoriser le retour du Christ. Et ils doivent chasser le mal Armageddon, c'est-à-dire les Arabes. Et ensuite, comme ces chrétiens sionistes sont farouchement antisémites, ils doivent se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Donc savoir que ce courant a appuyé le sionisme dès sa création, Herzl s'est pas mal inspiré des théologiens évangélistes des États-Unis déjà à l'époque, et aujourd'hui, ces chrétiens sionistes, qui sont plusieurs dizaines de millions, l'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie a été financé par eux. Donc savoir que l'essentiel des colonies ont été financées par des antisémites, c'est aussi quelque chose que vous devez avoir fortement en tête. On dit le sionisme est un nationalisme, c'est vrai, mais c'est un nationalisme très particulier. Les nationalismes qu'il y avait en Europe, ils avaient un territoire. Sur les ruines des 3 grands empires qui étaient en train de s'écrouler, il y avait un nationalisme serbe, polonais, slovaque, tout ce qu'on veut, mais avec un territoire où il y avait ces populations qui étaient majoritaires. Le nationalisme juif, il n'y a pas un seul territoire en Europe où ils sont majoritaires.
Il y a un recensement dans l'Empire russe en 1881. Ils sont 6 millions sur 135 millions d'habitants. Et dans ce qu'on appelle la zone de résidence, ils sont 10% de la population. Et voilà, déjà, il n'y a aucun endroit où les juifs sont plus nombreux. Donc un État juif en Europe était évidemment impossible. Pour essayer d'avoir les religieux, les juifs, les sionistes ont décidé la Palestine. Mais évidemment, la Palestine n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il y avait un peuple qui habitait là, qui étaient les Palestiniens. Et donc le nationalisme sioniste, il va inventer le peuple. Il n'y a pas de peuple juif. Le peuple juif, c'est une notion religieuse. Si on considère qu'un peuple, c'est une unité, je parle ici dans l'arabe basque, c'est une unité de territoire, de langue, de culture, de coutume, de tout ce qu'on veut. Il y avait des peuples juifs, il y avait un peuple séfarade, descendant des juifs chassés d'Espagne, il y avait un peuple yiddish, dont je suis issu, il y avait un peuple judéo-arabe. Mais dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif hellénite, c'est une construction historique qui n'a pas de sens. Donc ils ont inventé le peuple, ils ont inventé la langue, il y avait des langues juives, mais ce n'était pas l'hébreu qui était interdit. Il était interdit de parler hébreu en langage courant. L'hébreu était réservé à la religion. Et donc les langues juives, c'était le ladino, le yiddish, le judéo-arabe, etc. Et ils ont inventé la terre. Pour les juifs laïcs, c'était l'émancipation sur place. Et pour les juifs religieux, il était interdit de retourner là-bas avant l'arrivée du Messie. Donc ils ont inventé tout ça à la fois. Le sionisme est aussi un colonialisme, mais c'est un colonialisme aussi particulier. Alors on en parle en France qui a multiplié les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans ces colonies. Mais le colonialisme occidental, c'était exploiter l'indigène. Le colonialisme sioniste, c'est expulser l'indigène, nier son existence, un peuple sans terre, une terre sans peuple, je veux dire, et remplacer l'indigène. Et vous devez comprendre que dès qu'il y a l'arrivée des sionistes en Palestine, ils mettent en place les institutions qui vont chasser les Palestiniens de leur propre pays 20 ans, 30 ans, 40 ans avant le chasse. Donc dans l'idée fausse qu'Israël serait une réponse au génocide nazi, non, je vais donner des dates. La création de la banque coloniale juive, celle qui achète des terres à des féodaux absents pour expulser les métayers présents, 1898. Le KKL, le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, 1901. Et puis, il était impossible de réaliser une colonisation individuelle de la Palestine, pour des raisons numériques. Donc, ça a été une colonisation collective. Et pour cette colonisation collective, ce sont les sociodémocrates qui se sont révélés les plus efficaces. Donc, c'est eux qui, dès 1920, prennent la majorité dans le mouvement sioniste. Ils créent en 1920 le syndicat Histadrout, dont l'article numéro 1 des statuts, c'est la défense du travail juif. La Histadrout sera interdite aux non-juifs jusque dans les années 50. La première action que fait la Histadrout, on est en 1921, c'est une grève générale, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. Leur modèle, c'est la société séparée. C'est la Histadrout qui va créer la compagnie Solal-Bonnet des travaux publics, celle qui plus tard construira les colonies, la compagnie Mekorot des eaux, celle qui pille l'eau des Palestiniens en la leur revendant 10 fois plus cher et qui assèche la vallée du Jourdain. C'est eux qui vont construire la compagnie Zim de navigation qui permet aux bateaux israéliens d'accoster dans tous les ports. La banque Leumi, la banque Apoabim, les caisses de retraite, c'est eux qui vont créer la Haganah, l'ancêtre de Tsahal, donc l'armée sioniste, et c'est eux qui vont créer l'agence juive qui va installer les nouveaux colons, et ils vont créer le kibbutz. Alors, quand j'étais jeune et con, j'ai travaillé en kibbutz, et Shlomo Sand a bien expliqué, le kibbutz, c'est pas un instrument de socialisme, c'était un instrument de conquête. On a mis les kibbutz à des endroits où il y avait beaucoup d'arabes, ce n'étaient pas des Palestiniens à l'époque, donc en Galilée, sur les frontières, au nord du désert, autour de Gaza, vous avez vu que c'est un kibbutz aussi. Les kibbutz étaient totalement interdits aux non-juifs. Si un kibbutznik tombait amoureux d'une Palestinienne, il se faisait virer tous les deux instantanément du kibbutz. Et aujourd'hui, avec l'évolution d'Israël, il n'y a pas de surprise. Les cantines ont été privatisées, les kibbutz sont cotés en bourse, l'activité agricole a été remplacée par la fabrique de munitions et de gilets pare-balles. Et c'est logique, c'est-à-dire que
comme je suppose que dans cette salle, il y a pas mal de gens pour qui le mot socialisme a un sens. Imaginez un socialisme raciste et réservé selon l'origine supposée ou l'identité, c'est évidemment le contraire du socialisme, et ça ne pouvait pas continuer. Il faut avoir cette idée-là. Les sionistes se sont appuyés sur un antisémite célèbre qui s'appelle Balfour. Balfour était un chrétien sioniste. En 1905, il était Premier ministre, il avait promulgué des lois anti-juifs contre les juifs polonais qui venaient semer la révolution à Londres. En 1917, il écrit la déclaration Balfour. Il offre aux sionistes un territoire que les Britanniques n'ont pas encore conquis. Il n'y a pas de contradiction dans Balfour. Pour ces antisémites-là, c'est Hannah Arendt qui a ces mots. Les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, et en partant là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. C'est ça que le sionisme va réussir à faire. Donc, on est dans une entreprise coloniale, dans une entreprise qui a été favorisée. Alors, il faut comprendre que le sionisme s'est adapté à toutes sortes de situations historiques différentes, et il a été capable de changer et d'évoluer. Pendant tout ce qu'on appelle le mandat britannique, ils fondent un État avec le couvert de l'impérialisme britannique, et ils seront favorisés, qui va favoriser cette immigration, qui va favoriser cette colonisation. Les Palestiniens avaient une longue tradition d'accueil, et puis il y avait des Juifs palestiniens. Le premier assassinat que les sionistes vont faire contre un Juif, c'est 1924, Jacob de Hahn, un Juif palestinien qui est assassiné par les travaillistes en plus, parce qu'il partait à Londres pour demander à l'Angleterre d'abroger la déclaration Balfour. Donc ils vont s'accoutumer à l'impérialisme britannique, ils vont construire leur État, ils vont construire leur armée dans toute cette période-là. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quelques questions. Existe-t-il une gauche sioniste? On pourrait poser la question, est-ce qu'il existe une gauche de l'apartheid? Donc c'est une vaste illusion qui dure depuis un siècle. Vous enlevez de cette idée de là. Ce qu'on appelle la gauche sioniste, donc en gros le courant social-démocrate, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel elle n'a pas joué un rôle majeur. C'est elle qui est au pouvoir pendant la guerre d'Al-Aqsa. On sait maintenant, il n'y a plus de débat historique là-dessus. Les historiens israéliens ont confirmé ce que les Palestiniens avaient toujours dit. Le 1947-1949, c'est une épuration ethnique, c'est un nettoyage ethnique. C'est 80% des Palestiniens qui sont virés de leur propre pays. Ceux qui ont pu rester, 170 000, sont des miraculés, mais leur expulsion était également prévue par le plan d'Alet. C'est la lettre D en hébreu. Et ceux qui sont aux manettes pour réaliser ce nettoyage ethnique, c'est les sociodémocrates, c'est Ben Gurion, et c'est ces généraux, tous laïcs, tous bouffeurs de rabbins, les noms sont connus, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Yigal Allon, et un certain nombre de crimes de guerre comme le Torah, vont être connus par ce courant-là social-démocrate. 1956, l'invasion de l'Égypte et de Gaza, invasion impérialiste, puisque c'était avec les troupes françaises et britanniques, parce que Nasser venait de nationaliser le canal de Suez. Là, c'est Moshe Dayan, c'est un gauche sioniste, entre guillemets. 1967, on a raconté de grosses blagues sur Israël qui était menacé de disparition, pas du tout. Je l'ai su dans ma propre famille, en ayant la chance, si je peux dire, d'avoir un cousin de mon père, général d'extrême droite au placé, qui m'a aidé à sortir du sionisme. 1967, c'est totalement programmé, les plans d'attaque des pays voisins étaient prévus, et les débuts de la colonisation, c'est pas la droite, c'est Yigal Allon, le ministre travailliste du fleur de rabbin, et dès juin 1967, 6 000 Palestiniens sont expulsés de la vieille ville de Jérusalem autour du mur de la Lamentation, et les premières coloniales à Bétomar et dans la vallée du Jourdain. Plus tard, la gauche sioniste, entre guillemets, va perdre le pouvoir en 1977, je vais expliquer dans quelles conditions, mais elle va participer à divers gouvernements de coalition, et on va retrouver un ministre travailliste, Fouad Ben Elizer, ministre des Travaux publics, c'est lui qui va décider la construction du Balafre de la Cisjordanie, et quand il y a l'invasion du Liban, c'est encore un ministre travailliste, Amir Peretz, qui va le faire. Et quand il y a
les fameuses dernières négociations entre Barak et Arafat, avec Clinton qui est là, et que Barak propose en gros à Arafat de capituler, et que Arafat refuse de signer. C'est toujours Barak, c'est toujours la gauche sioniste, et c'est Barak qui va avoir nous avons fait des offres généreuses aux Palestiniens qui ont refusé, nous n'avons pas de partenaire pour la paix. Donc ceux qui sont responsables du basculement définitif de l'opinion publique israélienne dans le camp du génocide, c'est aussi la gauche sioniste. Vous allez me dire, et ce pauvre Rabin et les accords d'Oslo. Rabin, d'abord, c'est le massacre de Bantoura en 1948. La journée de la Terre, c'est aujourd'hui, 30 mars. Qui c'est qui a mené la répression contre les paysans de Galilée? Il s'appelait Yitzhak Rabin. Qui c'est qui envoie les troupes aéroportées israéliennes sur Tunis et qui va décimer tout l'état-major de l'OLP réfugiés à Tunis, dont le numéro 2 et le numéro 3. Ils ont épargné le numéro 4 qui s'appelait Mahmoud Abbas, c'est bizarre. Et c'était en tout cas Yitzhak Rabin. Qui est-ce qui va mener la répression contre la première intifada en disant brisez-leur tous les os? C'est Yitzhak Rabin. Alors ici, les accords d'Oslo, en septembre 1993, à Oslo, la seule chose qui a été signée, c'est la coopération sécuritaire, c'est-à-dire l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Et aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe, et qu'ils le veuillent ou non, l'autorité palestinienne, elle sert à ça, elle sert à rien d'autre. À Oslo, on a parlé d'un État palestinien, d'un arrêt de la colonisation, d'un retour des réfugiés, d'une libération des prisonniers, on n'a rien signé. Et je veux dire, c'est ça l'escroquerie, c'est-à-dire que toutes les questions vives, qui sont les questions que la Palestine pose, n'ont pas été signées. Et pire, dans les 26 mois qui séparent la signature des accords d'Oslo et l'assassinat de Rabin installe 60 000 millions. De quelle paix s'agissait? Quand Baruch Goldstein, religieux, massacre 29 Palestiniens dans le caveau des Patriarches en février 1994, Rabin a eu l'occasion en or de déloger les colons et donc d'impulser un processus de paix. Et qu'est-ce qu'il décide? D'envoyer 2000 soldats pour protéger les colons. Celles et ceux qui sont allés à Hébron, les 2000 soldats sont toujours là. Et pour celles et ceux qui ont le moindre doute sur le fait qu'Israël soit un état d'apartheid, aller passer un quart d'heure à Hébron, il n'aurait plus besoin d'un conférencier pour en être assuré. Donc, voilà, aujourd'hui, ce qui reste de la gauche sioniste, qui fait partie de ce courant, Isaac Herzog, il fait partie de ceux qui sont dénoncés par la Cour internationale de justice pour appel au génocide, qui a justifié ouvertement la tuerie des femmes et des enfants à Gaza. Et la présidente du Parti travailliste, Mirav Michaeli, présentée comme féministe, moderne, etc., il y a 3 ans, elle expliquait que, où qu'il se trouve, les membres du djihad islamique doivent être anéantis. C'est environ sur ce parti. Alors, je vais parler de la droite sioniste maintenant, presque de façon ininterrompue, à de rares exceptions près, depuis 1977. Cette droite-là, d'abord, c'est pas une droite, c'est des fascistes. C'est pas un courant récent, c'est un courant qui a plus d'un siècle d'âge. Il y a une scission dans le mouvement sioniste vers 1920. L'idéologue de ce courant, qui va s'appeler lui-même révisionniste, c'est Vladimir Jabotinsky, un juif d'Odessa. Et Jabotinsky était un fasciste. Il était un grand ami de tous les régimes autoritaires, notamment du fascisme italien. La radio des révisionnistes était Archibaldecchia en Italie fasciste. Les États, la milice des révisionnistes, faisaient des entraînements armés dans l'Italie fasciste à la fin des années 30. Mussolini parlait de Jabotinsky comme le fasciste juif. Et le secrétaire de Jabotinsky s'appelait Benson Netanyahu, c'est le père de Netanyahu. Et tous les dirigeants aujourd'hui israéliens sont quelque part des disciples de Jabotinsky. Ce courant-là va très rapidement commencer les politiques d'assassinat systématique de population palestinienne. L'Irgun de Menachem Begin est créé en 1931. Quand la récession de l'Irgun en 1939 est créée de Einstein,
non seulement ils vont faire de très nombreux assassinats contre les Palestiniens, non seulement ils vont participer à la répression avec les Britanniques de l'insurrection palestinienne de 1936, mais à partir de 1939, ils déclarent la guerre à l'Angleterre, parce que l'Angleterre a arrêté l'immigration juive pour ne pas se mettre à dos des populations arabes. Et le groupe Stern, du futur Premier ministre Yitzhak Shamir, assassinera des soldats anglais pendant toute la Première Guerre mondiale. C'était pas seulement des fascistes, c'était des collabos. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui sont les descendants de cette période-là. Pendant la guerre de 1948, la gauche sioniste et l'extrême droite vont se partager le travail. Vous prenez le massacre emblématique de Der Yassin, ce sont les milices de Virgoun et de Gutstern qui massacrent 200 villageois à Der Yassin, mais c'est la Haganah qui finit le travail en occupant le village. Et quand même, Der Yassin, c'est le symbole de l'épuration ethnique de 1948. Aujourd'hui, Der Yassin n'existe plus. Ils ont créé, Givat Shaul, un immense cimetière. Et pour vous dire un petit peu, Ilan Halimi, quand il est tué en France, dans un crime antisémite, il est enterré à Givat Shaul. Vous voyez un petit peu le symbole, la victime d'un attentat antisémite, d'un crime antisémite en France, qui est enterré dans l'endroit emblématique de l'épuration ethnique en Palestine. On est dans plein délire, mais c'est ça qui est complètement impulsé aujourd'hui par les sionistes. Pourquoi cette extrême droite va prendre le pouvoir? En gros, parce que la gauche sioniste ne sert plus à rien. Le travail de nettoyage ethnique est fait. Et petit à petit, l'extrême droite va devenir hégémonique dans tous les terrains de la société israélienne et dans la plupart des communautés juives du monde, à la nette exception des États-Unis. En gros, il va d'abord y avoir les religieux. Je vous ai expliqué que la religion juive était une religion messianique et que les religieux, plus que dans les années 1960, de façon nettement majoritaire, sont non-sionistes. Quel est le virage qui se passe? C'est la colonisation de 67. Il y avait eu, dans les années 30, pendant le mandat britannique, le grand rabbin de la Palestine mandataire avait fait la jonction entre sionisme et religion, mais il était très minoritaire. Et ce courant, à partir du moment où les travaillistes décident de coloniser la Cisjordanie, il va y avoir une espèce d'élan messianique perverti, et les religieux vont se mettre à penser que Dieu a donné cette terre au peuple juif, ils le prennent au premier degré. La phrase complète, c'est quand même s'ils se comportent bien. Et ils vont devenir les ferments de la colonisation, des espèces de chardés que vous voyez un peu partout, à Hébron, à Gush-Etzion, etc. Aujourd'hui, sur les 900 000 colons qu'il y a, environ la moitié sont des religieux fanatiques, des intégristes, et donc avec lesquels, dès le moment où ils disent c'est Dieu qui nous l'a donné, les autres sont des intrus, il n'y a plus aucun espace de débat possible. Donc, l'extrême droite est devenue totalement hégémonique chez les colons, même s'il reste des colons économiques. Les gens qui sont partis dans l'économie parce que les loyers sont moins chers, mais pas pour des raisons idéologiques. Les colons sont devenus majoritaires dans l'armée. Et l'armée, au départ, c'est Galadon, Moshe Dayan, c'est des laïcs. Et puis maintenant, l'armée, c'est des fanatiques religieux, c'est des gens qui vivent dans l'économie, et c'est des gens qui épaulent les colons dans les pogroms incessants qui ont lieu en Cisjordanie. Ils sont devenus majoritaires chez les séfarades et les Mizrahim. Donc, quand les Israéliens ont expulsé les Palestiniens, le pays était vide, il a fallu faire venir les Juifs du monde arabe. Il y a eu d'entrée contre eux. Alors déjà, on les a fait venir par des moyens pas très beaux. En Irak, on a fait sauter la synagogue de Bagdad comme ils n'étaient pas décidés à partir. Au Maroc, on s'est entendu avec le roi. Au Yémen, on a profité du fait qu'il y avait une légende que le Messie viendrait les chercher sur ses ailes pour les embarquer dans des avions. Mais tous ces juifs venus du monde arabe ont été très rapidement discriminés. En yiddish, on les appelait les Schwarz, les Noirs. Ils ont vécu dans des zones de relégation et ils se sont révoltés. Il y a eu le mouvement des Panthères Noires dans les années 70, il y a eu des morts. Et puis, ce qui est arrivé arrive dans beaucoup d'autres pays
où les discriminés, ceux qui sont en bas de l'échelle, se rabattent vers l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, assez majoritairement, les séfarades et les Mizrahim votent à l'extrême droite, souvent pour des partis religieux. Il faut dire aussi qu'en Israël, on les a sommés de gommer leur arabité, de complètement oublier d'où ils venaient, quelle était leur identité et tout, et que quand on enlève l'identité des gens, ben on peut aussi en faire des fascistes assez facilement. L'extrême droite est devenue hégémonique chez les Russes. Alors les Russes, c'est le contraire, ils n'étaient pas religieux du tout, mais ils sortaient d'un pays à la dérive, on leur a offert des appartements dans les colonies et tout, ils se sont comportés en véritable soudards. Et donc voilà, à peu près toutes les strates de la société israélienne sont maintenant dominées par l'extrême droite. Le conflit qu'on a pu voir entre Netanyahou et les autres est un conflit interne à l'extrême droite. Parce que les opposants à Netanyahou, sur la Palestine, ils ont les mêmes idées. Naftali Bennett, qui était du clan opposé, il a dit « J'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème. » S'il avait dit « J'ai tué beaucoup de Juifs dans ma vie », là, il y aura un problème. Ayelet Shaked, l'ancien ministre de la Justice et de l'Intérieur, les mères palestiniennes et l'ère des serpents, il faut les tuer dans l'œuf. Benny Gantz, celui qui est prévu pour succéder à Netanyahou quand Netanyahou tombera, qui dirigeait l'armée israélienne en bordure protectrice en 2014, je réduirais Gaza à l'âge de pierre. Et on pourrait continuer, il n'y en a pas un qui n'a pas sorti des déclarations meurtrières de ce genre. Donc entre ceux-là ou les partisans de Netanyahou, allant que les Palestiniens sont des animaux humains, il n'y a pas franchement de différence. Donc il faut comprendre que la société israélienne est une société coloniale, est une société privilégiée. Quand je dis c'est une société coloniale, je vais parler de Gaza pour terminer. Par exemple, le 7 octobre, on a parlé des kibbutz Israéliens avec des gens de gauche qui habitaient autour de Gaza. Moi, je les ai vus, ces kibbutz depuis Gaza. À Gaza, il n'y a pas d'eau, parce que les Israéliens tombent comme des malades dans la nappe phréatique, et que l'eau de mer envahit la nappe phréatique, et qu'il y a des très rares endroits où on trouve de l'eau potable. Et de l'autre côté de la barrière, vous voyez les fameux kibbutz friendly, avec l'arrosage automatique et les piscines. Ils sont friendly, mais juste un peu coloniaux, quoi. Ils ne sont même pas conscients. Donc Israël est une société coloniale, est une société qui a institutionnalisé l'apartheid. Et l'apartheid, c'est pas récent non plus, c'est dans la déclaration d'indépendance. Dans la déclaration d'indépendance, Israël est l'État du peuple juif. Toute personne qui est considérée comme juive peut faire son alias à mon peuple, et donc avoir tout de suite la citoyenneté israélienne et la nationalité juive, parce que c'est ça qui est marqué sur la carte d'identité, et avoir tous les droits. Et toute personne qui est autochtone n'en a aucun. Les sionistes ont toujours eu, et c'est ça la caractéristique de l'État d'Israël, un maximum de territoire pour un minimum d'Arabes. Et donc la politique a toujours été, et elle le sera encore plus après la conquête de 67, occuper un maximum de territoire et refouler de plus en plus les Palestiniens, si possible, effectuer une nouvelle Nakba, une nouvelle expulsion. Et c'est un peu ce qui est en route à Gaza, même si à mon avis ça ne marchera pas. Dans la déclaration d'indépendance, il est bien dit que les Juifs peuvent rentrer, il est bien dit que les autres sont plus ou moins tolérés. Alors, on leur a donné le droit de vote. Il était possible de donner le droit de vote des Palestiniens, on en avait expulsé 90%, donc ceux qui restaient étaient une minorité digérable. Mais vous comprenez bien qu'après 1967, c'est plus possible, parce qu'entre Méditerranée et Jourdain, il y a autant de Juifs israéliens que de Palestiniens. Donc ce que le sionisme a fabriqué dans cette région-là, c'est la fragmentation de l'autre. C'est-à-dire que les Palestiniens sont divisés en autant d'entités qui subissent des statuts et des méthodes de discrimination différentes. Il y a Gaza, qui est une prison à ciel fermé, qui est bouclée par terre, par mer et par air. Il y a la Cisjordanie qui elle-même a été divisée en 3 zones. Et la zone C, qui fait 62% de la Cisjordanie, elle est totalement sous domination israélienne. Et même dans la zone A, qui est théoriquement sous souveraineté palestinienne, l'armée israélienne y rentre quand elle veut, elle arrête qui elle veut et à n'importe quel moment. Ils ont piqué la grande majorité de la terre, ils ont piqué la grande majorité de l'eau, ils vendent aux Palestiniens leur propre eau. Donc il y a véritablement une politique de fragmentation
et d'exploitation maximum de la population. Et pour les Palestiniens de 1948, ceux qui vivent en Israël, Amnesty International, quand ils ont conclu, après 2 ans et demi de travail, qu'Israël était un État d'apartheid, ils ont dit que l'apartheid s'applique aussi pour les Palestiniens d'Israël. Il n'y a qu'à voir seulement des chiffres. Les Palestiniens d'Israël n'ont plus que 3% de la terre, c'est une population agricole, ils sont 20% de la population. Ils se sont révoltés justement, j'en ai vu faire, sur le vol de la terre. L'essentiel du territoire leur est interdit. 92% du territoire n'ont pas le droit d'y habiter. Quand Yasmina Khadra a écrit l'attentat, il invente, parce qu'une riche famille d'un médecin palestinien qui habite à Tel Aviv, vous allez partout, ça n'existe pas. Les médecins n'habitent pas à Tel Aviv, c'est un territoire qui est juif. Et il y a quelques villes mixtes où on ne peut pas construire. Il y a quelques villes complètement arabes, comme Oumelfam, ou Saknine, mais dans la plupart des cas, le territoire est interdit aux Palestiniens. Les Bédouins du Negev, du Nakab, 160 000 d'entre eux vivent dans des villages non reconnus. Ça veut dire sans école, sans route, interdiction de construire en dur, et sans eau, sans électricité. J'étais dans ces villages-là, ils sont citoyens israéliens, ils n'ont pas la nationalité juive, ils ont la nationalité des villes, ils sont citoyens de seconde zone. Les Palestiniens d'Israël, 50% sont sous le seuil de pauvreté, les Juifs israéliens, c'est 15%. Ça aussi, c'est la marque un petit peu de l'apartheid. Je vais terminer sur Gaza, en 2013 par l'Égypte, et en 2016 par Israël, avec la complicité du consul de France de Jérusalem de l'époque, qui savait qui on était, qui nous a fait tout un petit stratagème de Coran. Le Gaza est incroyablement calomnié, et dans le génocide en cours, la calomnie joue un rôle majeur. Alors déjà, quand on parle de génocide, en tant que juif, je peux dire que nier qu'il y a un génocide aujourd'hui, ça s'appelle du négationnisme. J'utilise volontairement ce terme-là. Si on ajoute les morts et les disparus, on est à 45 000 morts et disparus, c'est 1,5 million en France, pour présenter. Et ce n'est pas seulement les morts et les disparus, c'est tous ceux qui vont mourir. C'est-à-dire qu'il y a la famine, il y a le manque de médicaments, il y a la dénutrition, il y a tout ce qu'on veut. Il y a le fait que, moi, les 2 fois où je vais à Gaza, il y a eu des bombardements les années précédentes, mais ils ont reconstruit et la vie a recommencé. Et là, tout est détruit. Là, vraiment, l'écrasante majorité de tout ce qui était les infrastructures, les bâtiments où les gens habitaient, sont détruits. L'intention génocidaire est totale, l'organisation de la famine est totale. Comment était Gaza avant le 7 octobre? D'abord, 75% de la population de Gaza, c'est des réfugiés. Les descendants des réfugiés ont donc depuis le sud d'Israël, de Jaffa à Beersheba, c'est tous ceux qui ont été, qui sont partis de là, de force. Et on nous a raconté là là-bas, c'est vraiment l'aviation, les dynamitages, les mitraillages. Pour les Bédouins, on s'attaquait aux troupeaux pour forcer les Bédouins à partir, etc. Tout ça, ça a été organisé et prémédité. 72% de la population de Gaza a la carte de l'UNRWA, donc l'Office des Nations Unies. Alors que l'UNRWA n'aurait pas dû exister, puisque les Nations Unies avaient voté le retour des réfugiés, qu'Israël s'est assis dessus, en violent déjà de nombreuses reprises au plan international. L'UNRWA fait vivre à Gaza les gens, éducation, alimentation, santé. Donc quand on enlève les fonds de l'UNRWA, vous comprenez ce que ça veut dire. Gaza, c'est une population extrêmement éduquée. Il y a 1% d'illettrisme à Gaza. En Égypte voisine, il y en a 35%. À Gaza, c'est une société extrêmement pluraliste. Vous rentrez dans un taxi, c'est collectif, c'est immédiatement vive le Hamas, non abat le Hamas, ils sont corrompus. Et j'ai pu rencontrer, comme l'Union juive française pour la paix, d'abord je me suis présenté partout, l'Union juive française pour la paix. La réponse unanime, c'était nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les juifs. Et j'ai pu rencontrer les dirigeants de toutes les branches politiques, de tous les partis. Donc la direction politique du Hamas, le chef du groupe parlementaire, la direction politique du djihad islamique, c'est beaucoup plus compliqué, mais on y est arrivé, le FPLP, et Mariam Aboudaka, une des dirigeantes du FPLP de Gaza, a été arrêtée dans ma voiture à Marseille et puis a été expulsée à Paris par Darmanin. Elle était aussi avec des gens du JFP.
Et j'ai rencontré d'autres parties de la direction politique du FPLP, et j'ai rencontré la direction politique du Fatah, qui existe parfaitement, qui est parfaitement légale à Gaza, et puis de tous les petits partis de gauche, le Parti communiste, l'Union démocratique palestinienne, le FPLP, etc. C'est une société très très pluraliste, où on discute très librement. Par rapport à tout ce qu'on dit des femmes, il y a énormément d'associations féminines. Les femmes assurent à Gaza tout ce qui est le préscolaire, le périscolaire, et tout le fourmillement de petites associations qui permettent à la société de vivre. À Gaza, comme en Palestine, l'éducation est gratuite du CP au bac, et avant, il faut se débrouiller, et après, c'est payant très cher. Ben, le préscolaire, le périscolaire, c'est le fourmillement d'associations qui permettent de l'assurer, tout ce qui est crèche, jardin d'enfants, etc. Et après le bac, il y a 100 000 étudiants, il y avait 100 000 étudiants à Gaza, 5 600 sont morts déjà. Il y avait 100 000 étudiants à Gaza dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année, pas de travail, mais les diplômés qui acceptaient de travailler gratuitement pour que leur société ne s'écoule pas. Je vous donne un exemple, l'hôpital Al-Shifa qui a été tellement calomnié, les pseudo-tunnels, etc., ça ressemblait tellement aux armes de destruction massive en Irak. Quand je vais à Al-Shifa, il y a une psychologue, une femme, elle était la seule psychologue salariée dans un hôpital où il y a des milliers de médecins et des dizaines de milliers de malades. Ce n'était pas possible de faire ça. Elle a pris sa page Facebook, elle a dit « Je veux des psychologues diplômés qui acceptent de travailler gratuitement ». Elle a eu 100 réponses, elle ne pouvait pas les prendre les 100, elle leur a fait passer un examen écrit et oral, elle a pris les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes, ce qui dit aussi pas mal de choses sur le rapport aux études. Et j'ai interrogé ces gens-là qui arrivent dans des uniformes splendides qu'ils ont fait eux-mêmes. J'ai dit, vous avez payé des super uniformes, vous payez tous les jours le taxi collectif pour venir à l'hôpital, pourquoi? Et il y a une femme de 35-40 ans, devant, qui me dit, écoutez, on a fait 5 ans d'études, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler, on a des compétences, on a du savoir, et dès un jour le blocus s'arrêtera, on aura l'expérience et on aura du travail. C'est ça Gaza. C'est une volonté de vivre, une volonté de faire la fête, une volonté d'éduquer. Et tout, les JFP, depuis 8 ans, on travaille avec les paysans. C'est vrai, on n'est pas une association humanitaire. On travaille avec les paysans et avec les pêcheurs. Ça veut dire on veut empêcher les progéstonistes que les Palestiniens deviennent les Amérindiens du Proche-Orient, parqués dans leurs réserves. Donc quand le but des paysans, c'est on veut vivre de notre récolte et on veut nourrir la population, on était à fond dedans et on s'est lancé dans une solidarité dont on est quand même fier, c'est-à-dire que ce n'est pas de la solidarité coloniale, c'est les paysans en entier eux-mêmes qui décidaient de leur projet et de ce qu'ils avaient envie de faire, et c'est nous qui popularisions et qui collectons l'argent et qui l'envoyons. Ça a abouti à des grandes réalisations. Un château d'eau dont on était très fiers, les paysans avaient écrit en énorme le JFP, et quand les Israéliens l'ont abattu, on a sorti un communiqué, la destruction du château d'eau de Gouza, un acte antisémite. Et il y a eu après la pépinière solidaire, il y a eu des canalisations, la maison des paysans, parce qu'ils voulaient être indépendants des partis. Ils sont très dégagistes à Gaza, ils disent la division des partis, c'est une honte absolue, ils ne pensent qu'à leur propre intérêt et tout. Et cette société civile, il faudrait qu'elle puisse avoir de la voix parce que c'est elle l'avenir du peuple palestinien et c'est elle qui les fait vivre. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que Gaza, c'est ça. Quand on présente cette population comme une bande de fanatiques intégristes, c'est du délire. D'abord, les combattants, vous ne les voyez pas. D'abord, dans les familles, quand vous êtes bien accueillis dans les familles, vous comprenez qu'il y a un enfant au Hamas, un enfant au djihad, un enfant au FPLP et un autre au Fatah. Et ils vivent tous ensemble. Et les branches armées, vous savez qu'elles existent, on en parle. Si vous faites des insomnies la nuit, vous en voyez quelques-uns qui s'entraînent dans la rue, mais sinon vous ne les voyez pas. Et c'est une société qui se défend. Tous les partis politiques ont des branches armées. Il n'y a que les branches armées du Hamas et du djihad qui sont défensives et offensives. Les autres ne sont que défensives. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? On ne sait pas. La version israélienne a été démentie plein de fois. Et les
été brûlés, tout ça, ça n'a pas eu lieu. Les viols, je ne sais pas. Je ne crois pas, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire. J'ai eu la version palestinienne parce que le 7 octobre, on était au Caire. Pour la première fois, après 10 ans de bataille, le gouvernement français avait accepté de déposer aux autorités égyptiennes la demande qu'on rentre à Gaza par Rafah. Et on attendait l'autorisation égyptienne qui tardait. On était avec un député, Thomas Porte. Au début, on avait 4 députés avec nous. Et c'est un peu comme ça qu'on a eu l'autorisation. Et puis la guerre a commencé et on est rentré en France. Mais j'étais dans un hôtel plein de Palestiniens, donc j'ai la version palestinienne. La version palestinienne, c'est que c'est la branche armée du Hamas qui a décidé seule, probablement 3 personnes, qu'ils ont totalement cloisonné pour éviter les téléphones, les mouchards éventuels et tout, et qu'ils ont utilisé les services de hackers gazaouis qui ont piraté l'informatique israélienne pendant 4 heures. Donc les avions n'ont pas décollé, les vedettes maritimes ne sont pas parties, etc. Après, je ne sais pas. Qualifier ça de pogrom, c'est d'une stupidité sans nom. C'est évidemment pas les juifs qui ont été attaqués, c'est évidemment l'occupant qui a été attaqué. La seule comparaison qui me paraît compréhensible de ce qui se passe le 7 octobre, c'est l'insurrection algérienne du 1er novembre 1954. Le premier jour d'insurrection, le FLN tue des instituteurs, des docteurs, des pharmaciens. Mais voilà, il y avait 125 ans de colonialisme français avant, et des massacres sans nom, un tiers de la population qui avait été tuée. Et là, à Gaza, c'est pareil. 3 ans avant, 5 ans avant ce qui s'est passé, il y avait eu des marches de retour où ils étaient complètement pacifiques, ils ont eu 350 morts et 10 000 esclaves. Donc il y a un moment, je reprends l'expression des anticolonialistes israéliens de Michel Barjatsky, c'est la cocotte minute qui a explosé. Donc c'est un peu comme ça que je vois le 7 octobre. Et je pense que quelque part c'était inévitable. Je pense que quand on sème la haine et quand on grignote comme ça, comme c'était en train, la Palestine se révisait au de chagrin chaque jour, c'était inévitable que ça arrive. Comment on termine cette aventure-là? À l'UJFP, on ne rentre pas dans le débat un État, 2 États. 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible parce que quiconque est allé en Palestine se pose la question où l'État palestinien, il voit partout le mur et les colonies. Et puis je vous ai dit, le sionisme était une théorie de la séparation, et si vous maintenez la séparation, vous maintiendrez le fascisme. Un seul État laïque et démocratique, c'était la position historique de l'ONP, qu'ils ont abandonnée en 88. Il y avait des binationaux, et dans le livre qu'il y a là, c'est écrit, des partisans du binationalisme parmi les juifs, parce que beaucoup de juifs qui étaient arrivés en Palestine ne savaient pas où aller, ils n'étaient pas partis pour virer les Arabes. Donc il y avait des gens qui étaient partisans du binationalisme, et ce courant a quasiment disparu. Donc ce serait très souhaitable, mais actuellement il n'y a pas le début d'un rapport de force pour ça. Donc nous, ce qu'on dit à l'UJFP, c'est que le droit international soit appliqué aux Palestiniens. Ça veut dire la liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. L'égalité, ça veut dire égalité totale des droits politiques et économiques pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité supposée, leur religion ou leur non-religion. Et la justice, comme le crime fondateur a été l'expulsion programmée des Palestiniens, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens, et on y ajoute, avec ce qui vient de se passer, le jugement des criminels de guerre. Et c'est quand on aura forcé le monde à faire appliquer le droit international en Palestine que, dans les négociations, ils verront la forme étatique que ça prend. Donc, on ne peut pas faire des choses à l'envers. La première des choses, c'est celle-là. Et je terminerai par ça. Il est évident que dire que le droit international va s'appliquer, ça veut dire la fin du sionisme. Parce que le sionisme, c'est un obstacle total pour vivre ensemble dans l'égalité des droits. Et qu'est-ce qui a permis aux blancs sud-africains de rester? Est-ce que c'est la fin de l'apartheid ou est-ce que c'est le maintien de l'apartheid? C'est bien sûr la fin de l'apartheid. Qu'est-ce qui permettra aux juifs israéliens de rester? C'est pas le maintien du sionisme, c'est la fin du sionisme et c'est l'égalité des droits.
Et toute idée d'une paix qui maintiendrait cette idéologie criminelle va dans l'impasse. C'est envisageable. Qu'est-ce qui a mené à cette décision sur un plan tactique? Parce que je pense que dans ce cas-là, on peut être directement concerné en tant qu'Occident. Est-ce qu'il y a une situation internationale particulière qui a fait qu'à ce moment-là, l'état des choses s'est déclenché? Oui. Quand je suis au Caire, dans un hôtel qui est rempli de Gazaouis, il y a une explosion de joie. Après, on ne savait pas du tout sur les morts qu'il y avait autour. Il y a une explosion de joie, et ce qu'ils disent immédiatement, c'est « enfin nos prisonniers vont rentrer ». Vous devez comprendre que 900 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. Il y en avait 5 200 le 7 octobre, ça a quasiment triplé avec toutes les arrestations depuis. Ils avaient dans la tête Gilad Shalit, 1 contre 1000, et donc ils disent cette fois-ci on en a des centaines, on va tous les faire libérer. Et tous, ils voyaient déjà Marwan Barghouti ou Ahmed Sadat être libérés et rentrer chez eux. Donc c'était la première idée. Il y en avait une autre aussi, qui était les accords d'Abraham, c'est-à-dire le fait que ce qui est à la tête du monde arabe aujourd'hui, les dynasties féodales, patriarcales, esclavagistes du Golfe, le fait qu'elles aient normalisé avec Israël, il y avait un danger évident qu'avec cette normalisation, ce soit la fin de tout espoir pour les Palestiniens. Quelque part, ils ont réussi, parce que le 7 octobre, l'Arabie Saoudite interrompt ça n'a pas repris depuis, ces négociations de normalisation avec Israël. Et 2 jours après, la Jordanie rappelle son ambassadeur et le roi de Jordanie, Abdallah, annule un sommet qui était prévu avec Sisi, le collabo égyptien, Biden et MBS d'Arabie Saoudite, l'amateur de la sécurité. Et donc, quelque part, de ce côté-là, ils ont relativement réussi. Et même dans le projet israélien aujourd'hui, qui est un projet de réaliser une deuxième Nakba, il y a l'os égyptien, c'est-à-dire que Sisi est un parfait collabo. Sisi a détruit tous les tunnels, il a vidé toute la zone frontalière, j'y étais, la Rafah égyptienne, Rafah c'était une même ville des deux côtés, et c'était la même population, c'était des cousins qui habitaient des deux côtés, les tunnels, c'était des tunnels familiaux. Il a rasé la Rafah égyptienne pour déménager les habitants sur le canal de Suez. Donc certainement qu'au tout début, il s'imagine qu'il va pouvoir collaborer à un projet israélien. Mais dès le 7 octobre, les premières manifestations en Égypte depuis le coup d'État, elles ont lieu au Caire et surtout à Alexandrie. Et donc Sisi, il a compris que s'il accepte d'être complice de ça, il est mort à terme, et donc il va le refuser. Donc, dans le calcul du Hamas, il y avait probablement ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine colère contre eux, parce que la sauvagerie énorme de l'armée israélienne, il n'avait pas anticipé à ce point. À propos de ça et de l'attitude de l'Égypte, j'ai entendu dans les médias que les Égyptiens construisaient une sorte de camp sur la frontière en cas d'expulsion forcée, qu'il y avait une sorte de jeu diplomatique entre Israël et l'Égypte pour ou non ouvrir la frontière et permettre l'expulsion. Tu pourrais... La construction de ce camp est une réalité. À quoi il va servir, on ne sait pas. L'Égypte, il faut comprendre que même en 1948, il y a des Palestiniens qui se réfugient au Caire, et que tous les Palestiniens qui sont réfugiés en Égypte vont être envoyés à Gaza. Et que l'Égypte, elle n'a pas annexé Gaza, elle en a fait un protectorat. Le souvenir de l'occupation égyptienne à Gaza, qui va durer de 1948 à 1967, il est affreux. Le correspondant du JFP à Gaza, là, Bouhamir, quand il était petit et qu'il ne mangeait pas, sa mère lui disait, ça se voit que tu n'as pas connu l'occupation égyptienne, pour voir le bon souvenir que ça a laissé. Il est certain que Sisi avait multiplié les preuves de complicité. Il est certain que le blocus de Gaza, sans la complicité égyptienne, c'était impossible. Mais je dis, l'os, ça a été la réaction populaire. Et même nous, on est au Caire jusqu'au 10 octobre, et
quand on discute dans la rue et qu'on explique qu'on est venu pour aller à Gaza et tout, les gens sont admiratifs. Et la population, enfin, dans le monde arabe, les dirigeants et le peuple, c'est très très différent. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé quand il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. Donc vous avez des pays collabos, et puis vous avez même l'équipe marocaine, alors que le roi a signé les accords de normalisation, il joue avec les Palestiniens, etc. Donc en Égypte, il y a ça aussi, la réaction populaire fait que tous les actes de collaboration, et il n'y avait pas de limite, que Sisi était prêt à faire, ils ont été arrêtés. Comme on voit quand même le soutien aux Palestiniens de la part d'une grande partie du continent africain, est-ce qu'il n'y a pas une position de coloniale qui serait quand même importante à structurer un petit peu plus de la part de l'ONG dans ce lien-là? Et est-ce qu'il y a des liens qu'on peut nous, par exemple, à l'UJFP, on avait peur de mourir idiot, que nos idées ou nos combats meurent avec nos âges avancés. Et puis on a les jeunes de Tzedek qui se sont faits au mois de mai, qui sont antisionistes et coloniaux, qui sont déjà une centaine. Et aujourd'hui, il y a un très grand meeting à Paris, commun de Tzedek et de l'UJFP, qui s'appelle le Bloc Juif, et il y a 400 inscrits au meeting. Donc cette idée-là, elle est entière. Sur la popularité, par exemple en Afrique, mais ailleurs, de la cause palestinienne, si on fait un vote aux Nations Unies par pays, et il y en a eu plein, il y a une majorité écrasante pour les droits du peuple palestinien. Sauf que dans la structure des Nations Unies, là où se prennent les décisions, c'est pas là, c'est le Conseil de sécurité, et ça n'a évidemment plus rien à voir avec les rapports de force qu'on va pouvoir voir dans l'Assemblée générale. Donc, sans doute, une de nos tâches, elle est laquelle? Elle est que Netanyahou, les Israéliens aujourd'hui, ils exterminent pas seulement les Palestiniens. Ils tuent le judaïsme, ça me concerne. Ils tuent la mémoire de l'antisémitisme et du génocide. Et ils tuent le droit international. Et pour les dirigeants néolibéraux du monde, c'est quelquefois un problème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, leur langage c'était nous on respecte le droit, les méchants, c'est la Russie, la Chine, l'Iran, c'est vrai. Mais voilà, en cautionnant uniquement, en permettant un génocide d'une telle ampleur, il n'y a plus rien resté du droit international. C'est le droit de la jungle qui va être généralisé. Donc on sent quand même dans le monde, et y compris le tout petit virage qu'on sent même en France, il y a une espèce de toute petite recul par rapport au absolument incroyable qu'on a pu entendre après le 7 octobre, il sent qu'il y a ça en jeu. Et donc dans le soutien à la Palestine, moi je dis toujours, soutenir à la Palestine, c'est pas une état d'âme, c'est pour lutte pour nos droits à nous, pour lutte pour nos libertés à nous, que Israël est devenu le phare de la répression de la reconquête coloniale, du racisme au niveau mondial, et que quelque part le sort qui est infligé aux Palestiniens, il est en miroir des migrants qui se noient en Méditerranée. Donc c'est vrai que dans une conception mondiale aujourd'hui, la question palestinienne elle est tout à fait centrale, et je suis d'accord. Là, en France, par exemple, le fait que nos élites, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas élites, nos élites et nos médias, le fait qu'ils soient à fond pour Israël, c'est parce que, par exemple, la parole sur le colonialisme n'a jamais été donnée. C'est parce que, voilà, les crimes du colonialisme français n'ont jamais été étudiés comme il faut les étudier. Et donc, on recommence sur les Palestiniens. Comme il y a Christine derrière, il y a un excellent livre d'Akrassi sur 1830, écrit en 1930. 1830-1930, 100 ans de capitalisme en Algérie. Et vous découvrez que entre 1830 et 1871, le colonialisme français a tué un tiers de la population. Et vous découvrez que les génocidaires français, Bugeaud, Pellissier, etc., comme les gardiens de camps d'extermination nazis, ils écrivaient à leurs femmes, donc on a les lettres, ils se vantent tranquillement de tous les crimes qu'ils ont commis. Tant que cette parole-là, elle n'aura pas été dite, c'est là où la Yougoslavie, on a condamné
Milosevic, Mladic et Karadzic étaient d'authentiques génocidaires, mais Tudjman, qui était croate, est mort dans son lit. Et quand vous allez à Dubrovnik, le grand viaduc d'entrée à Dubrovnik, c'est le pont Franjo Tudjman. Donc, et puis quand vous regardez la Côte d'Ivoire, dans les deux camps, ils ont commis des génocides. Et on a foutu Gbagbo en prison, l'armée française a amené Ouattara au pouvoir, et il y a autant de crimes et de génocidaires d'un côté que de l'autre. Donc, on a eu cette impression-là. Ce qui change quand même là, c'est la question de l'image. La Cour internationale de justice n'a pas le pouvoir, pas plus d'ailleurs que le dernier vote du Conseil de sécurité. La seule chose qu'elle a le pouvoir, c'est les sanctions. Mais elle n'a pas le pouvoir d'arrêter Israël, mais elle inflige une destruction d'image largement aussi forte que ce que fait le boycott. Il faut comprendre que l'Israël, c'est un État mondialisé, que plus de 15% de la population juive israélienne vit ailleurs, pour des raisons économiques, mais aussi pas mal pour des raisons idéologiques, vivent dans un pays normal, et que la perte d'image, le fait que cet État paria, c'est assez fondamental. Et il faudra que les Israéliens qui voyagent soient traités comme étaient traités les Blancs sud-africains qui voyageaient avant la chute de l'apartheid. Et là, le fait que la Cour internationale de justice dit le mot génocide, c'est assez fondamental dans la destruction de cette image-là. Il n'y a vraiment que ceux qui, de Bernard-Henri Lévy, pour essayer de prétendre le contraire, mais voilà, quand on n'est pas négationniste, on sait qu'il y a génocide. Dans un voyage en Cisjordanie, une association disait que certainement que les jeunes juifs dans la diaspora ne voyaient pas d'avenir en Israël. Alors, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de départs que d'arrivées. Il y a plus de gens qui quittent Israël que de juifs qui quittent Israël que de juifs qui y arrivent. Après, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que ce qui reste, et je vous ai dit qu'il n'y a pas grand-chose, ce qui reste de vraie gauche en Israël, des gens qui sont des gens normaux, ceux-là en majorité partent. Et notamment, quand vous avez un gosse en Israël, éduquer son enfant en Israël, à Paris, nos amis les décoloniseurs, peut-être que vous connaissez Ivan Bronstein et Léonard Merza, ils animaient Décoloniseurs à Tel Aviv, donc une association qui ressuscitait la mémoire de la Nakba, qui faisait des sketchs dans les rues en présentant les cartes avec tous les villages palestiniens qui sont au-dessus d'Israël. Et ils sont partis pourquoi? Parce qu'ils ont eu un gosse. Au jardin d'enfants, on fait construire des temples avec des bouchons, et qu'à l'école, dès qu'on apprend à lire et à écrire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on envoie une lettre aux soldats. Et que dans les programmes scolaires, on explique que tout le monde veut détruire les juifs, et que la seule façon que les Palestiniens sont des ennemis d'Hitler, et que la seule façon de continuer, c'est d'être le plus fort. Donc, quand on a un enfant, rester là-bas, c'est compliqué. Donc, il y a plus de départs, actuellement, mais il y a aussi les plus tardés qui restent, qui viennent, et notamment les plus tardés qui, pour des raisons religieuses, ne voulaient pas aller à l'armée, maintenant ils veulent y aller, et c'est véritablement devenu une armée d'extrême droite, ce qu'elle n'était pas forcément à l'époque des grandes manifestations de 1982. Donc, alors après, dans les juifs hors d'Israël, il y a une exception admirable, c'est les États-Unis. Il y a autant de juifs aux États-Unis qu'en Israël, c'est 40% des juifs du monde entier, c'est entre 6 et 7 millions. Très majoritairement, ils sont contre la guerre. Le mouvement qui est majoritaire, Jane Street, bon, c'est pas mes positions, mais ils sont pour 2 États sur les frontières de 67. Donc j'ai expliqué que c'était ni possible ni souhaitable, en tout cas c'est pas la Paris. Et l'équivalent du GFP aux États-Unis, le King Post Office, ils sont 20 000 membres dans 33 villes, ils ont 500 000 amis sur la page Facebook, et ils ont été assez forts pour occuper la gare centrale de New York et la statue de la liberté avec Jews Against Genocide, les Juifs contre le génocide. Et nous, à l'UGFP, on a un rabbin, eux, ils en ont une vingtaine. Et le judaïsme aux États-Unis majoritaire, c'est pas l'orthodoxe, c'est le judaïsme libéral. Et de leur identité juive états-unienne, les juifs sont avec les autres minorités, et ça a toujours été comme ça aux États-Unis, et leur façon d'être américain, c'est ça.
Donc, c'est pas du tout pour plaire aux Juifs que Biden soutient Israël, c'est pour des raisons stratégiques. Et pour tenir le Proche-Orient, il faut avoir Israël et les monarchies féodales du Golfe. Et c'est parce que c'est un exemple de reconquête mondiale. Mais c'est pas du tout sur pression des Juifs états-unis. Alors, Netanyahou attend ça. Il est vrai que Biden s'est tiré une balle dans le pied et que un quart de l'électorat de Biden, pour des raisons liées au soutien inconditionnel à Israël, ne va pas suivre. Donc, si les élections ont lieu maintenant, Trump l'emporte sans. Et c'est sûr que Trump, c'est l'exemple parfait, comme Poutine ou comme d'autres, du Soudan pour lequel il n'y a plus aucune loi, il n'y a plus aucune règle. Quand même, il faut savoir que quand il déménage l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il fait venir John Hadji, j'ai oublié le nom de l'autre, de deux dirigeants évangélistes à l'inauguration. Hadji, c'est celui qui expliquait que Hitler, c'était une intervention divine pour forcer les Juifs à adopter la vraie foi. Enfin, bon, c'est ce type-là qui est invité par Trump pour inaugurer l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, il est totalement imprévisible. Je pense que, bien évidemment, on va à une catastrophe avec Trump. Donc, il y a au moins l'avantage que là, il y aura des oppositions frontales et tout qui vont avoir lieu peut-être infiniment plus que Biden. Biden, c'est une horreur absolue. C'est-à-dire que c'est la suite de ce que les États-Unis ont fait en permanence. Quand il y a les fameux non-accords de tabac, où justement Barack dit nous avons plus de partenaires pour la paix, c'est Charles Anderlin qui le raconte. Bill Clinton, d'accord, les démocrates, il prend Arafat comme ça, et il lui dit tu signes, ou tu es un homme mort, et nous te ferons porter la responsabilité de l'échec. Et il a été un homme mort, et on lui a fait porter la responsabilité d'échec. Et je veux dire, les États-Unis, ça a été en permanence ce genre de truc. Donc, la question fondamentale, elle est est-ce qu'il peut exister une force assez puissante, ce serait une gauche aux États-Unis, pour arrêter cette politique impérialiste des deux côtés, qui est une politique affreuse. Après, Trump, il a aussi, comme il est totalement imprévisible, comme c'est un soudard, il est aussi l'héritier d'un courant très fort dans son parti qui était un courant isolationniste. Il ne faut pas oublier que les républicains étaient opposés à l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale ou à des choses comme ça. Donc c'est imprévisible, ça veut dire évidemment que la bataille va être extrêmement ouverte. Mais bon, que Trump et Netanyahou soient alliés ne fait aucun doute. Que Netanyahou va tout faire pour durer jusqu'à l'arrivée de Trump, c'est évident, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cessez-le-feu aujourd'hui. C'est parce qu'il attend. Alors, il y avait là et là. Dans le mortel silence qu'il y a aujourd'hui autour de tout ça, vous avez évoqué le fait qu'il y a la puissance militaire des Israéliens, etc. Il y a une puissance dont on ne parle pas. Alors il y a peut-être confusion dans mon esprit. Est-ce que c'est faux de penser que la puissance financière mondiale relève aussi du sionisme? Et ça justifierait effectivement le silence absolu, puisqu'on sait pour qui travaillent nos élus. Et ça justifierait ce silence, puisque c'est celui qui paye qui décide, c'est comme les médias. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis trop loin de la vérité? Je suis très étranger à certaines idées complotistes. Et par exemple, est-ce que la banque est juive? Je sais que j'ai discuté avec des gens, quand ils me parlent de Rockefeller, juif, il dit attends, mais Rockefeller n'est pas juif, il est protestant. C'est-à-dire qu'il y a toute une espèce d'idée d'assimilation du juif au banquier à la puissance financière. Enlevez ça, d'accord? Les banquiers, qu'ils soient juifs, protestants ou mormons ou j'en sais rien, ils sont avec le sionisme, et les antisémites, tous les antisémites du monde aujourd'hui sont avec le sionisme, de Viktor Orban, le chrétien sioniste, en passant par Marine Le Pen et Éric Zemmour, etc. Et voilà, que les banquiers aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, soient évidemment avec le sionisme, mais avec l'Arabie Saoudite, avec les dominants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël et le sionisme jouent un rôle
extrêmement important dans la domination du monde. Parce qu'ils sont un exemple de reconquête coloniale, parce qu'ils sont un exemple d'enfermement des populations réputées dangereuses, de technologies de pointe, d'armes les plus perfectionnées, parce que quand ils vendent leurs armes, ils peuvent dire elles marchent, on les a expérimentées sur les Palestiniens, etc. Et Mais, Pegasus. sur une espèce de lobby occulte qui guiderait ça, c'est pas. Je suis étranger à ça, et je rappelle que le sionisme s'est adapté à des périodes complètement différentes. Que même, vous l'ignorez peut-être, mais en 1967, quand il y a la fameuse guerre qui va leur donner la possession de la totalité de la Palestine, le premier jour de la guerre, il coule un destroyer américain, le Liberty, il y a 35 morts et 70 disparus. Et donc, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient les esclaves des États-Unis, ça voulait dire qu'ils disaient à la direction américaine, on ne va plus être armé par la France, c'est vous qui allez prendre la succession et on ne vous donne pas le choix. Et il faut voir les choses comme ça, beaucoup plus que sur la question bancaire. La question portait sur l'implication des autres impérialismes. Tu nous as bien expliqué l'implication de l'impérialisme occidental à l'heure actuelle. Mais j'ai un jour lu dans une revue que c'était l'URSS qui avait permis la Nakba en quelque sorte. Ça m'intriguait. Et la toute première, enfin je ne sais pas ce que ça valait, c'était un alinéa. Et enfin, à l'heure actuelle, quelles sont la position des impérialistes russes et chinois dans les événements actuels? Alors, sur 48, effectivement, la guerre de 48 va être gagnée par la Haganah et les milices d'extrême droite avec des armes tchèques et russes. Et Staline, déjà, comment dire, il y avait un parti politique de masse en Palestine qui était le parti communiste, qui était moitié palestinien et moitié juif, et qui était opposé à la partition, et qui était pour le vivre ensemble. Et Staline, en 1947, donne l'ordre au parti de se rallier à la partition. Et le parti va perdre la moitié de ses membres, aussi bien palestiniens que juifs, et ne jouera pas le rôle historique qu'il aurait pu jouer au moment de la guerre de 48. Et il n'arrivera pas à s'opposer à une guerre qui va prendre très rapidement un tour ethnique, un tour de nettoyage ethnique. Et un des tout premiers pays à reconnaître Israël, c'est l'URSS. Et déjà au moment du vote de la partition, l'URSS en avait 3 voix, hein, parce qu'il y avait la Russie, il y avait l'URSS, l'Ukraine et la Biélorussie, qui, bien que n'étant pas indépendantes, avaient un siège à l'ONU, et l'ont eu jusqu'à la chute de l'URSS, et qui ont voté également pour la partition. Staline a espéré, il avait été très impressionné par le fait que les terroristes du groupe Stern et de Vergoun avaient fait de nombreuses victimes anglaises, le fameux attentat de l'hôtel King David et tout, et il avait espéré qu'il passerait dans son camp. Et puis il y avait un mépris pour le monde arabe considéré comme archaïque, qui était partagé aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Donc pour toutes ces raisons-là, jusqu'à la guerre de Corée, il y a de très bonnes relations, c'est-à-dire qu'on a à la fois les purges staliniennes en Europe de l'Est éliminent des dirigeants communistes qui sont pendus pour sionisme, comme Rudolf Slansky en Tchécoslovaquie ou comme Kostov en Bulgarie, et Anna Pauker et Putri Ortol en sionisme, et en même temps, Staline a les meilleures relations, et ça va durer jusqu'à la guerre de Corée. À la guerre de Corée, Israël va choisir son camp, et comme c'est quand même un morceau d'Europe fiché au Proche-Orient, ils ont choisi bien sûr l'Occident. Et jusque-là, c'est vrai qu'il y a eu ça. Alors aujourd'hui, il y avait de très bonnes relations entre la Russie et Israël, et il a été, en allant en Palestine, passé à l'aéroport de Tel Aviv, le nombre de vols que vous voyez entre la Russie et Israël, il y en a énormément. Et puis bon, moi, le russe, c'est la langue maternelle de mon père, je parle, et dans les rues en Israël, vous entendez parler le russe un petit peu partout, donc ces relations très fortes. Depuis la guerre en Ukraine, ils ont chacun choisi leur camp. Et ce qui n'était pas tout à fait évident au départ, mais donc Zelensky, il a eu ces paroles absolument épouvantables de dire que, en gros, il a comparé les Palestiniens aux Russes sur ce que subissait le. Et donc, il y a maintenant véritablement, ils se sont rangés dans des camps, et donc dans ce camp-là, la Russie, mais je crois que ce n'était pas sa volonté, parce qu'elle avait d'excellentes relations économiques avec Israël, ils se retrouvent dans des camps opposés. Sur la Chine, ils attendent.
Israël a construit des usines de dessalement des eaux en Chine et les relations économiques étaient fructueuses. En même temps, d'un point de vue géostratégique, la Chine ne peut pas être avec Israël. Donc, pour l'instant, les Chinois, ce n'est pas leur lieu d'intervention, mais ils attendent si c'est plus propice,